Askia Wilfried Bailly est notre invité du jour. Il est expert comptable et premier responsable du cabinet d'expertise comptable Askia. Avec lui, nous parlons aujourd'hui de la comptabilité, fondement invisible de la bonne gouvernance. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Un plaisir de vous retrouver après un long moment sur nos plateaux. Plaisir partagé. Alors, déjà pour commencer, comment on arrive à définir simplement le rôle de la comptabilité dans la gestion d'une entreprise ou dans la gestion même d'un État comme le Burkina? D'accord. Pour commencer, définissons déjà simplement ce que c'est que la comptabilité. Donc, la comptabilité, c'est un système d'organisation de l'information financière. L'objectif, c'est de pouvoir sauvegarder l'ensemble des transactions qu'une entité ou un pays a réalisées au cours d'une période, de pouvoir permettre de faire des analyses et de communiquer sur ces informations. Donc, vous voyez qu'au sein d'une entité, on a besoin de savoir, pour une période donnée, quelles sont les opérations qu'on a réalisées. En parlant d'opérations, ça peut être les achats, ça peut être les ventes, ça peut être les salaires qu'on paye. Donc, cette traçabilité, cette transparence des opérations réalisées au cours d'une période, c'est la comptabilité qui nous permettra de pouvoir transcrire et de communiquer sur ces informations. Donc, pour revenir au sein de l'entreprise, vous voyez que vous ne pouvez pas prendre des décisions qui n'impactent pas les chiffres, qui n'impactent pas, disons, votre finance. Et prendre une décision sans s'appuyer sur soit les données passéistes ou sur vos prévisions vous expose à de grands dangers. Il en est de même pour un pays qui a besoin d'avoir les informations sur les recettes qu'elle gagne et les dépenses qu'elle va engranger et de pouvoir se projeter pour prendre des décisions. Voilà. Alors, et pourquoi est-ce qu'on a cette impression et on estime que la comptabilité devrait être le pilier de la gouvernance? Alors, la comptabilité doit être le pilier de la bonne gouvernance, d'une gouvernance éthique et vertueuse. Pourquoi? Parce que pour avoir une gouvernance éthique et vertueuse, il faut la transparence. Et la comptabilité vous permet d'avoir une information transparente. Au regard du process qui permet de pouvoir transcrire l'opération, sa fiabilité. Je vous donne un exemple simple. À partir de la comptabilité, vous pouvez partir d'une pièce comptable pour remonter à l'information ou de l'information revenir à la pièce comptable. Donc ce process-là est bien transcrit dans un système qui vous permet de vérifier à tout moment. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir de transparence sans comptabilité. Alors, on a vu que la gouvernance, assez simplement, c'est quoi? C'est le mécanisme de prise de décision. Comment vous décidez si vous n'avez pas d'information? Vous voyez, il faut avoir la bonne information, l'information fiable et transparente. Et cette information, elle se trouve dans la comptabilité. Voilà. Donc, rien que ces deux raisons militent en faveur de la comptabilité comme socle de la gouvernance d'entreprise. Mais quand on parle de comptabilité, est-ce qu'elle n'est pas uniquement réservée aux grandes entreprises? Qui peut s'attacher au service d'une comptabilité? Parmi nos auditeurs et téléspectateurs, il y en a qui sont dans l'informel, qui débutent dans l'entrepreneuriat, qui débutent à peine. On parlait de la titraille de l'un des journaux où on disait de zéro à businessman. Est-ce que toutes ces personnes peuvent s'attacher au service d'une comptabilité? Est-ce que ce n'est pas vraiment réservé uniquement aux grandes entreprises? Je dirais non. La comptabilité n'est pas réservée aux grandes entreprises. La comptabilité est faite pour tous. Que je suis particulier, que je suis commerçant, que je suis une société, les règles de la comptabilité s'adaptent à mon activité. Pour simple, les règles et les outils sont adaptés au niveau d'activité de l'entreprise. Si je prends par exemple le droit commun, le SISCO-ADA, vous avez ce qu'on appelle le système minimal de trésorerie. Qui est quoi? Qui est l'ensemble des règles qui sont adaptées pour les petites et moyennes entreprises, pour les permettre de pouvoir transcrire de façon fiable leurs opérations sans pour autant être dans une complexité technique. Alors, quand vous prenez les outils, que ce soit les logiciels, vous avez des logiciels qui sont adaptés en fonction de la taille de votre entreprise. Vous avez des logiciels pour des grandes entreprises, les ERP pour des entreprises de grande taille. Vous avez aussi des logiciels qui sont adaptés, par exemple, pour les supermarchés. Quand vous rentrez dans les supermarchés, vous voyez qu'ils ont un petit logiciel qui vous permet de tirer les tickets de caisse et après, ça gère la comptabilité. Donc, si une alimentation, une boutique
peut avoir une comptabilité, je ne vois pas qui d'autre ne pourrait pas avoir une comptabilité. Quel est le lien qui pourrait exister entre la comptabilité, la prise de décision et la performance économique d'une entreprise? Ok. Alors, pour analyser la performance d'une entreprise, vous avez besoin des informations, des informations financières. La comptabilité va vous fournir les informations financières sur la période dont vous voulez. Supposons que vous existez il y a 5 ans, et que votre comptabilité est née il y a 5 ans. Vous aurez 5 ans de données. 5 ans de données vous permet de faire quoi? D'analyser par exemple la croissance de votre chiffre d'affaires, d'analyser par exemple la croissance de vos coûts, de calculer quel est l'impact de vos décisions sur votre chiffre d'affaires ou sur vos coûts. Et l'avantage, c'est que vous pouvez vous baser sur ces 5 ans et vous faire des projections dans l'avenir. Vous pouvez anticiper vos chiffres d'affaires dans les 5 ans à venir. Anticiper les politiques de maîtrise de vos coûts dans les 5 ans à venir. Pourquoi? Parce que vous avez une base de données qui vous permet d'analyser et d'intégrer ce qu'on appelle les réalités du moment. Si on sait que dans 3 ans, on aura des événements qui vont impacter négativement notre entreprise, on peut déjà être amené à faire ce qu'on appelle des tests de sensibilité pour voir comment notre entreprise va réagir par rapport à cet événement. Donc au niveau chiffre, on va déjà commencer à anticiper et à mettre les mécanismes ou les actions qui vont nous permettre de passer la tempête sans grand vague. Et ça dit qu'en fonction du contexte économique, lorsqu'il y a un souci où on prévoit par exemple que pour 2026, ça risque d'être chaud entre janvier et mars, sur la base de la comptabilité, on arrive déjà à prévoir et à trouver des solutions sur comment faire face à cette difficulté qui viendra. Tout à fait. Je prends l'exemple très simple de la trésorerie. Il y a des moments, il y a des entreprises qui savent à quel moment ils ne peuvent pas décaisser et à quel moment ils peuvent décaisser. Parce que si vous savez, dans le courant de l'année, avec la comptabilité, vous prévoyez vos entrées de trésorerie. Vous savez à quel moment vous êtes liquide, à quel moment il ne faut pas mettre telle dépense. Donc, ne serait-ce que cette planification, ça vous permet de ne pas vous retrouver dans un goulot d'étranglement. C'est-à-dire engager des gros chantiers et vous retrouver face à des pénuries ou bien à des manques de trésorerie. Voilà. Et vous êtes contraint d'aller voir le banquier pour négocier un crédit d'urgence. Et vous voyez, ça devient encore plus difficile pour vous lorsque vous êtes dans cette situation. Alors que vous aurez pu anticiper avec la comptabilité. À l'échelle nationale, dites-nous, quel est en ce moment l'état du système comptable de notre pays? Alors, il faut distinguer. Vous avez l'État central, qui a sa comptabilité publique, qui est différente de la comptabilité privée. Vous avez les EPE, et dans les EPE, vous avez des catégories. Vous avez une catégorie comme les EPA qui sont régis selon la comptabilité publique. Et vous avez, par exemple, les autres EPE à caractère économique, les fonds qui sont gérés selon la comptabilité privée. Et vous avez les sociétés d'État qui fonctionnent selon les règles de la comptabilité privée. Donc, selon le contexte où on se retrouve, ce n'est pas les mêmes types de management, ce n'est pas les mêmes besoins d'information. Au niveau national, on a besoin de ce qu'on appelle la comptabilité nationale. Vous voyez que souvent on parle de PIB, de produit national brut, de savoir au niveau du pays qu'est-ce qu'on produit, qu'est-ce qu'on génère, le budget, qu'est-ce qu'on attend comme recette, qu'est-ce qu'on peut faire comme investissement, allant dans le sens du développement. Alors, pour moi, l'aspect qui est important, c'est que la comptabilité permet au pouvoir central d'être redevable en vie du peuple. Comment vous allez être redevable si vous ne pouvez pas de façon pratique dire qu'est-ce que vous avez encaissé, qu'est-ce que vous avez dépensé? Vous voyez que la redevabilité va avec l'information comptable. Donc, au niveau central, bien qu'elle ait une comptabilité publique, allégée selon les spécificités de la comptabilité publique, elle a besoin de ces informations comptables pour pouvoir faire compte, pour pouvoir rendre compte des décisions qu'elle a fait sur, disons, la contribution des contribuables. Là, il est question de la comptabilité publique. C'est ça. Et celle du privé? Alors, celle du privé, il y a toujours aussi cette notion de redevabilité. Supposons que vous êtes directeur général. Le conseil d'administration vous a fait confiance en vous donnant un mandat. Vous êtes redevable par rapport au conseil d'administration. Il faut que vous rendiez compte des décisions que vous avez prises, de la gouvernance, des décisions, que vos décisions sont assises sur des informations réelles, qui sont fiables, qui sont transparentes. Alors, au-delà de cela, il y a aussi, comme je le disais, la prise de décision. Vous ne pouvez pas prendre des décisions ou gérer à bien votre entreprise si vous n'avez pas d'informations comptables. C'est vraiment la base.
C'est-à-dire que toutes les analyses que vous allez faire après, c'est-à-dire que toutes les subdivisions de la comptabilité naissent de la comptabilité financière. Après, vous pouvez avoir la comptabilité analytique. On peut déterminer pour un seul bidon d'eau qu'on fabrique, ça nous coûte combien? Mais il faut avoir l'information comptable. Je vous assure qu'aujourd'hui, vous avez un cas critique. J'ai rencontré un cas, j'étais stupéfait. Un commerçant qui part en Chine, qui importe une matière, qui vient, qui la vend. Je lui demande comment tu as déterminé ton coût. Il dit qu'il a regardé sur le marché le prix et lui il a baissé un peu pour pouvoir écouler vite et retourner chercher sa marchandise. Vous voyez comment c'est grave? Beaucoup fonctionnent ainsi, d'où ma question en début d'émission, est-ce que la comptabilité n'est pas réservée uniquement aux grandes entreprises? Parce que ce commerçant peut se dire, mais je ne me tape pas un chiffre d'affaires de l'ordre du milliard, je n'ai pas besoin d'avoir une comptabilité suivie de la sorte, et voilà son raisonnement tout juste pour pouvoir... Voilà, c'est un raisonnement simple qui est en même temps dangereux. Ça veut dire qu'il est dans une situation... Quel est le danger auquel il s'expose dans ce cas de fait? Il y a ce que j'appelle l'effet de subventionnement. L'effet de subventionnement, c'est quoi? Il vend plusieurs produits. Il y a 2 produits qui sont très rentables. Ce sont la rentabilité de ces produits-là qui couvrent les pertes du produit en question. Et il ne s'en rend même pas compte. Ça veut dire que s'il avait amélioré, c'est dit, le prix de cet article par rapport au coût réel qu'il supporte, il aurait eu une rentabilité meilleure que sa rentabilité actuelle. Donc, ça veut dire qu'il stagne ou bien il a un niveau qu'il estime satisfaisant, mais il pouvait être au-delà de cela. Voilà. Et ce n'est pas étonnant que vous voyez des commerçants qui s'en sortent, qui ont une croissance fulgurante, et après vous voyez que ça dégringole. C'est parce que derrière, les prix ne sont pas fixés en fonction des coûts réels. Donc parfois on pense qu'on vend à profit, mais on est à perte. Et on ne s'en rend compte que plus tard. Plus tard, quand on a même déjà engagé, disons, des dépenses titanesques juste pour fanfaronner. Et on pompe encore la trésorerie, ce qui vient encore aggraver la situation de l'entreprise. À l'échelle de la comptabilité publique, où on se dit que forcément tout est au beau fixe, tout est mieux organisé, est-ce qu'il y a des moments où on a une comptabilité qui n'est pas lisible? Alors, c'est possible que vous ayez une comptabilité qui n'est pas lisible. Ça dépend de votre système. Qui n'est pas fiable ou encore qui n'est pas fiable, oui, qui n'est pas transparente. Comme je le dis, ça dépend du système d'organisation comptable que vous mettez en place. Le comptable, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que transcrire les documents qu'on lui donne. Si vous ne transférez pas, par exemple, l'exhaustivité des documents, il va transcrire ce qu'il a. Mais là encore, on est à l'échelle du public. Ok, si on est à l'échelle... Je parle de la comptabilité publique. Si on est à la comptabilité publique, c'est une comptabilité agrégée de plusieurs secteurs, comme je le dis. Donc, chaque secteur va gérer sa comptabilité, ses informations, et transmettre ces informations, disons, au plan central où on va analyser de façon macro. Mais déjà, le problème, je vais vous donner un danger, par exemple. Quand je minore mon chiffre d'affaires et que je pars déposer mes états financiers, l'État central va faire avec mon chiffre d'affaires. Donc, on dirait que le chiffre d'affaires du secteur, par exemple, de l'automobile, par exemple, au Burkina, est de, disons, 1 milliard. Alors qu'en réalité, ça peut être 2 fois, 3 fois. Parce que vous avez une économie souterraine qui est là. Quand on parle du secteur informel, on parlait tantôt de commerçants qui ne déclarent pas leurs chiffres. Comment on fait pour avoir ces informations, pour les agréger? Donc, vous voyez que l'image qu'on veut de la comptabilité publique, ça dépend des informations que le citoyen lui-même, il fournit. S'il fournit des informations fiables, on aura une information publique qui sera fiable. Voilà. Si vous tapez sur les moteurs de recherche et que vous n'avez pas beaucoup d'informations sur nos secteurs d'activité, c'est parce que déjà à la base, les gens qui sont à la base ne fournissent pas les informations statistiques. Donc les NST n'arrivent pas à les traiter. Donc on n'arrive pas à nous mettre des données sectorielles. Parce que, à la base, on n'arrive pas à collecter. Là, nous étions à la comptabilité publique, mais à l'échelle d'une organisation ou de la comptabilité privée d'une entreprise, quels sont les risques lorsqu'il n'y a pas cette comptabilité assez fiable, assez transparente et lisible? Ok. Alors, le risque, c'est que vous aurez soit des informations qui sont minorées, soit majorées. Prendre une décision sur une information minorée ou majorée aura forcément des conséquences qui seront sur le plan financier, qui vont se traduire sur le plan financier. Voilà. Du coup, il est important, comme je le disais, d'avoir ce qu'on appelle un système de transmission de l'information. Et un document qui est important et qui est obligatoire, qu'on appelle le manuel de procédure.
Le manuel de procédure découpe l'entreprise en différents process. Et pour chaque process, on définit les procédures. Et dans les procédures, c'est un système en réalité de collecte d'informations qui permet qu'à chaque étape, les livrables soient transmis à la comptabilité et qui permet cette transcription fiable. Donc, si vous avez une entité qui n'a pas une comptabilité fiable, il faut déjà revoir le système d'organisation. C'est-à-dire que le système qui fournit la collecte des informations, ça bug à ce niveau. Alors, et quand ça bug à ce niveau, vous ouvrez la porte à ce qu'on appelle la fraude. Parce que si on n'a pas l'exhaustivité des informations en comptabilité, vous pouvez vous retrouver sensiblement être en face d'un système de fraude. Donc, d'où l'intérêt d'avoir un bon système d'archivage, un bon système d'organisation comptable qui vous permet de tracer toutes les opérations et de pouvoir les traduire dans les comptes. Est-ce que dans votre métier d'expert comptable, il vous arrive de rencontrer des organisations à grande échelle ou des entreprises qui négligent justement ces aspects de la comptabilité? Absolument. Et souvent, c'est étonnant de voir certaines entités qui ont une certaine taille et qui n'ont pas une bonne comptabilité. Et très souvent, je dis passer par méconnaissance, en niant l'utilité et l'importance que nous apporte la comptabilité. Sinon, à une certaine taille, on ne peut pas s'amuser avec la comptabilité. Et rien qu'un contrôle fiscal peut vous mettre à genoux. Vous transcrivez mal vos informations, vous déclarez mal vos informations auprès de l'administration. L'administration a le droit de venir contrôler. Et quand elle vient, elle contrôle. Elle voit qu'il y a des incohérences, elle va vous redresser. Et très souvent, le montant est très important. Et ce montant, souvent, met certaines entreprises, on va dire, à genoux. Ils ne peuvent plus se relever. Si on vous redresse pour un montant de 500 millions, 700 millions, comment vous pouvez résister avec cette sortie de trésorerie? Donc, vous voyez que, je dirais souvent, c'est par méconnaissance. Et l'autre aspect aussi, c'est qu'il y a des entreprises qui ont envie de fonctionner dans l'opacité. C'est-à-dire? C'est-à-dire, on ne veut pas communiquer les vrais chiffres. Donc, on s'amuse à faire ce qu'on appelle des états financiers uniquement pour les besoins de la fiscalité. Qui diffère de la réalité. Qui diffère de la réalité. Parce qu'on se dit que, bon, en déclarant les vrais chiffres, on payera plus d'impôts. Alors que l'impôt, quand on dit 27,5% de l'IS, mais c'est après déduction de tes charges sur tes résultats. Donc, si tu déclares normalement, il n'y a pas de raison qu'on te prélève plus qu'on devait te prélever. Est-ce qu'on peut expliquer avec des exemples concrets pour nos auditeurs et téléspectateurs qui ne sont pas habitués à vos thèmes? Ok, je prends par exemple quelqu'un qui a un chiffre d'affaires de 100 millions. Je vais simplifier. J'ai 100 millions et que derrière, j'ai 70 millions comme charge. Si je déclare normalement mes 100 millions, je déclare normalement mes 70 millions, mon imposition se fera sur quoi? Théoriquement sur les 30 millions. Je fais fi des réintégrations, des déductions à faire. Donc, imaginez que par exemple j'ai 100 millions et que plutôt mon système de collecte d'informations n'est pas bon, j'ai des factures que je ne retrouve pas et que finalement je me retrouve à 50 millions de charges. Donc, j'aurai quoi? 100 millions moins 50 millions. Donc, mon IS va se calculer sur quoi? Sur 50 millions au lieu de 30 millions. Donc, vous voyez que si vous avez une bonne comptabilité et que vous déclarez bien vos chiffres, votre impôt est calculé normalement sur ce que vous devez payer. Maintenant, le problème, il y a aussi des gens qui ne veulent pas payer. C'est dit, on estime même que 27,5% qu'on reverse à l'État. Pourquoi je dois le faire? Ce n'est pas volontaire, j'imagine. C'est sûrement eu égard à un contexte économique, difficulté. Il y a ce cas. Il y en a qui ont des difficultés. Mais ceux qui ont des difficultés négocient des moratoires de paiement. Et l'administration fiscale préfère quelqu'un qui expose sa situation réelle et qui négocie un moratoire de paiement. On va l'accompagner. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a des personnes qui, de façon volontaire, veulent se soustraire. Et c'est d'ailleurs pourquoi tous les jours vous entendez qu'il y a des redressements. Donc il y a des redressements pour des gens qui méconnaissaient les règles, qui n'avaient pas un bon accompagnement, qui n'avaient pas une bonne comptabilité. Mais aussi, il y en a, si vous invitez un des inspecteurs des impôts, il pourra vous en parler. Il y en a aussi qui sont de mauvaise foi, malheureusement. Alors, Wilfried Askiabayi, là, nous sommes dans le cas d'une comptabilité qui n'est peut-être pas assez transparente, mais lorsqu'on se retrouve dans une situation où il n'y a même pas de comptabilité, quels sont les risques à ce niveau, vu les risques que vous expliquez pour une comptabilité non transparente? C'est très dangereux. Est-ce que vous imaginez aujourd'hui que vous roulez un véhicule sans tableau de bord?
Est-ce que c'est possible? Vous avez un avion sans radar. Vous avez un bateau, vous n'avez pas de boussole. Vous voulez aller au nord, vous allez vous retrouver au sud, ou à l'est, ou à l'ouest. Quand vous avez une entreprise où vous n'avez pas de comptabilité, vous naviguez sur le vide. Vos décisions s'asseyent sur quoi? Sur rien, sur du vide. Vous pouvez prétendre, vous pouvez penser que votre situation est meilleure alors que votre situation est délicate. Et l'exemple le plus simple, c'est quoi? C'est le cas des redressements. À n'importe quel moment où vous êtes contrôlé, vous aurez un redressement. Parce qu'il y a des règles que vous avez enfreint. Parce que vous n'avez pas de comptabilité. Et d'ailleurs, il faut qu'on signale. Le défaut même de tenue de comptabilité est sanctionné. Parce que la comptabilité est une obligation. À partir du moment où vous êtes une société, vous êtes obligé de tenir une comptabilité. Ça, c'est la loi qui le dit. Voilà. Le WADA le dit clairement. Voilà. Et lorsqu'on vient chez vous en contrôle, il n'y a pas que je suis petit, je ne savais pas. La loi, c'est la loi. On dit la loi est dure, mais c'est la loi. C'est la loi. Voilà. Donc, le danger, c'est ça. Pour vous-même. C'est dire il n'y a pas de pérennité de votre entreprise. Vous allez arriver à un certain niveau où votre entreprise finira par sombrer. Tout simplement parce que vous êtes dans un goulot d'étranglement. Vous avez peut-être des fournisseurs qui refusent de vous donner de la matière première parce que vous devez. Vous avez des clients qui ont traîné beaucoup de créances, d'autres que vous avez oubliés, vous ne savez même plus, et vous n'arrivez pas à recouvrir. Vous avez pris des décisions, par exemple, d'investissement qui sont faramineux, alors que votre situation ne le permettait pas. Tout simplement parce que vous n'avez pas la bonne information. Pour cet auditeur ou ce téléspectateur qui écoute Wilfried Bailly et qui se dit, bon, vu ce qu'il dit, il faut que je mette en place une comptabilité efficace et efficiente, par quoi commencer? Comment on procède? Alors, pour mettre en place une comptabilité, c'est aussi simple. Il faut d'abord définir quel est le référentiel comptable qui s'applique à moi en tant qu'entité. Alors, nous avons plusieurs référentiels comptables. Il y a le référentiel de droit commun pour les entreprises commerciales de façon générale, qu'on appelle le Cisco-ADA. Mais il y a des entités qui sont dans des secteurs spécifiques qui ont leur référentiel spécifique. Je cite quelques exemples. Vous avez le cas des banques qui ont leur référentiel spécifique qui s'appelle le PCB. Vous avez les assurances qui ont le code CIMA. Vous avez les microfinances qui ont les SFD comme référentiel. Vous avez la dernière née qui est les ONG, les associations qui ont le CISBNL. Donc, il faut d'abord commencer par définir d'abord son référentiel comptable. Le référentiel comptable à l'intérieur vous montre comment vous devez organiser votre comptabilité pour être, comment on appelle ça, pour respecter les règles de votre référentiel. Et vous essayez de transcrire ces règles-là dans la pratique. Ensuite, il faut choisir un logiciel qui est adapté à votre référentiel et adapté à la taille de votre entreprise. Il y a beaucoup de logiciels sur le marché. Mais c'est vous qui choisirez par rapport à votre taille, par rapport à votre référentiel, quel est le logiciel qui va me permettre de mieux tenir ma comptabilité avec de moindres coûts. Ensuite, lorsque vous avez fini de transcrire ces deux, il y a avoir... La comptabilité ne va pas te faire elle seule. Il faut avoir un comptable au minimum. Une personne qui est en face, qui va piloter, qui va répondre de la comptabilité et qui a le bagage qu'il faut pour comprendre les règles. Et cette personne, on oublie souvent de la former, alors que les règles évoluent. Ne serait-ce que, par exemple, chaque année, vous avez une loi des finances qui amène de nouvelles règles. Il faut actualiser les connaissances du comptable par rapport à cela pour qu'il soit à même de pouvoir respecter les obligations de l'entreprise. C'est un gros boulot. Il y a un gros boulot. Essentiellement, il y a je parlais d'une manière de procédure qu'il faut aussi mettre en place. Il ne faut pas laisser le comptable ou chacun, selon ses aptitudes, de gérer les choses comme ils veulent. Il faut transcrire de façon fiable quel est le processus. Dans l'entreprise, on va dire comment on achète. Il faut qu'on décrive comment on achète. Qui doit acheter, qui on contacte, qui fait quoi, à quel moment. Ouais. Donc, tout ça doit être transcrit dans le manuel de procédure. Et puis, enfin, il y a un élément qu'on oublie. Le système d'archivage. Vous devez définir votre système d'archivage. Vous avez l'obligation de conserver vos pièces pendant 10 ans. 10 ans. 10 ans. Donc, au bout de 10 ans, c'est dit qu'avant 10 ans, à n'importe quel moment, si vous êtes en contrôle, on peut vous demander une pièce. Si vous n'avez pas un bon système d'archivage, comment vous fournissez cette information au moment où on vous la sollicite? Ce qui veut dire qu'en 2025, on peut demander une pièce comptable qui daterait de 2016 ou 2017. Exactement. Puisque ce n'est pas encore prescrit. Voilà. Donc, tant que
vous êtes dans l'intervalle de 10 ans, au moment où on vous contrôle, vous êtes susceptible de fournir la pièce. Et vous ne pouvez pas opposer en disant que non, c'est parce que ça fait plus de 5 ans que j'ai oublié, je ne sais pas où ça se trouve. Non, ça ne marche pas. C'est à vous d'utiliser votre système d'archivage pour pouvoir répondre, quel qu'en soit le temps, aux questions qu'on vous pose. Alors, toujours en matière de gestion comptable, quels sont les défis auxquels font face nos administrations et aussi nos collectivités? Alors, déjà, la première des difficultés qu'on rencontre, c'est au niveau, je dirais, de la connaissance. Est-ce qu'on comprend l'utilité de la comptabilité de la même manière? C'est pas évident. Est-ce qu'on parle bien de nos administrations et nos collectivités? Oui. Est-ce qu'on comprend bien l'utilité de la comptabilité de la même manière? Il y a ça. Il faut que les acteurs qui sont en place comprennent que voici un outil formidable qui me permet, moi, en tant qu'administrateur, qui gère par exemple des deniers publics, d'être redevable par rapport à la population ou par rapport à celui qui m'a mandaté par rapport à cette mission. Si je comprends ça, je n'aurai même pas du mal à aller à l'information, à savoir pour ce type d'opération, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que la comptabilité réclame? Quelle est la qualité de la pièce qui est recevable en comptabilité? Et je vais m'arranger à fournir cette qualité. Vous avez souvent, par exemple, des scandales, mais en réalité, quand vous regardez, peut-être, si l'intéressé avait cherché à connaître quelle est, par exemple, la qualité ou la procédure, il l'avait respectée simplement, on ne serait pas dans cette situation. Donc, c'est ce que je dis. La première des difficultés, c'est d'abord de connaître l'utilité de la chose. Si je sais que la chose même me protège moi-même en tant que gérant des deniers publics, je vais m'arranger à avoir une comptabilité vertueuse pour être redevable à tout moment. Voilà. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut aussi les moyens. Une comptabilité, ça soit sur les moyens. Quand je dis moyens, ce n'est pas des gros moyens forcément. Je parle par exemple des outils de travail. Si vous n'avez pas de logiciel, vous n'avez pas de manuel de procédure, c'est des éléments qui sont autant simples, mais qui accompagnent et qui facilitent le travail du comptable et qui facilitent le travail même des décideurs qui sont en place. Si je sais que je dois intervenir à tel niveau du procès, je n'interviendrai qu'à ce niveau. Je ne vais pas enjamber pour intervenir avant ou après. Et c'est quand j'interviens avant ou après qu'il y a des distorsions et ça donne tout ce que vous voyez comme situation de fraude, comme difficulté, voilà, comme grogne social, parce qu'on n'est pas d'accord, on estime qu'on nous enfreint. Donc, on enfreint la loi, on estime qu'on est pénalisé. Donc, voici un élément. C'est rien que ces deux éléments, si on les respecte, vous allez voir qu'on n'aura pas de problème de comptabilité, que ce soit au public, que ce soit au privé. Parce que la comptabilité, c'est quoi? On transcrit une réalité. Et l'objectif, c'est quoi? C'est qu'à la fin, on doit dépeindre l'image fidèle de ce qui s'est passé. Tout à fait. Donc, si on a les pièces justificatives, et c'est sur la base des pièces justificatives qu'on passe une écriture, qu'on fait les analyses, on ne peut pas se retrouver à la fin avec des outputs qui ne sont pas de qualité. Ce qu'il faut regarder avant, le processus qui a permis d'avoir ces outputs, les inputs même qui sont rentrés, si elles ne sont pas de qualité, vont faire sortir un résultat qui n'est pas de qualité. La thématique du jour est très, très importante. La comptabilité comme fondement invisible d'une bonne gouvernance. Quelle est la place de la digitalisation justement pour une bonne gouvernance en matière de gestion comptable et tout? Alors aujourd'hui, quel qu'en soit le secteur d'activité, la digitalisation est devenue, on va dire, un one-way. Voilà. C'est un chemin incontournable. On est tous obligés de passer par là. Pourquoi? Et ça facilite beaucoup la tâche. Vous savez, je vous donne un exemple. Déjà, est-ce que nous sommes en phase? Si. Ok. Si, la digitalisation, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas, par exemple, je donne par exemple, quand on parle de logiciel, c'est la digitalisation. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Vous avez des comptabilités où vous avez moins de papier. Tout se passe dans le système. Alors que ce qu'on sait, c'est que quand on entre dans le bureau d'un comptable, on doit trouver une pile de paperasse partout. Et ça, c'est dangereux. Un comptable qui a beaucoup de documents sur son bureau, c'est dangereux. Il y a le risque d'égarer certaines pièces. Et après, on se retrouve avec des informations incomplètes. C'est pour ça que je parlais du système d'archivage. Si chaque pièce qui arrive doit être classée quelque part dans un chrono, de telle sorte qu'on ne les retrouve pas éparpillés dans le bureau. C'est l'idée qu'on a du comptable, justement, avec la pile et la tonne de documents. Voilà. Donc, et une petite digression, c'est qu'un comptable qui n'est pas organisé ne s'en sortira pas.
c'est un métier qui demande beaucoup d'organisation. Il faut être quelqu'un de calme, de sang-froid, qui puisse arriver à classer, ranger ces pièces normalement et se retrouver normalement. Sinon, vous allez vous embrouiller, transcrire les choses et après, quand on rentre dans les chiffres, ça devient compliqué. Donc, pour revenir à la digitalisation, je dis la digitalisation est un moyen qui va faciliter la comptabilité actuellement. Vous voyez, dans le temps, les gens tenaient la comptabilité avec des calculatrices et un registre. Vous imaginez si vous avez 10 000 opérations à transcrire sur un registre et à calculer avec une calculatrice. Vous allez finir à quel moment? Et le risque d'erreur. Alors qu'aujourd'hui, la digitalisation vous permet déjà, depuis les ventes, de ne plus passer d'écriture de vente. À partir du moment où le commercial fait la facturation, il reverse l'écriture comptable dans les journaux de vente. À partir du moment où vous suivez le processus d'achat, il reverse les écritures d'achat dans le journal d'achat. Vous voyez? À partir du moment où vous avez un logiciel de traitement de salaire, il reverse automatiquement. Donc, vous voyez, chaque corps de métier fait son travail et le comptable n'a pas à pourchasser chacun pour récupérer les informations et l'imputer. C'est-à-dire le système lui-même, à travers la base de données, le met dans la comptabilité. Lui, ce qu'il aura à faire, c'est de vérifier si c'est bien transcrit et de compléter ce qu'on appelle les écritures de régularisation que nous on appelle. Il y a des écritures forcément qui ne peuvent pas être transcrites directement à partir d'un pôle métier, mais qu'on doit analyser et puis passer. Plus je vous écoute, plus je ne peux m'empêcher de faire ce clin d'œil à Roland Mangué, qui abat ce travail ici au sein de TapTap Group Press. 2 minutes de temps d'antenne. Si vous devrez donner une recommandation principale, notamment pour faire de la comptabilité, un véritable outil de gouvernance au Burkina, quelle serait justement cette recommandation? Alors, ma recommandation, c'est simple. Cherchez d'abord votre référentiel comptable. Ensuite, trouvez un logiciel adapté à votre référentiel comptable. Et puis, enfin, faites-vous accompagner par un professionnel. Les cabinets d'expertise comptable sont là pour accompagner les entités à mettre en place une comptabilité qui répond au niveau de l'activité et qui répond aux prescriptions des différentes lois auxquelles l'entreprise est assujettie. On oublie souvent, il y en a tellement. Vous avez les obligations juridiques, vous avez les obligations fiscales, vous avez les obligations comptables. Il y en a tellement que si vous n'êtes pas professionnel, vous pouvez oublier et omettre certaines obligations. Et un beau jour, ça pourra vous rattraper en cas de problème ou en cas de difficulté. Voilà. Est-ce que tout le monde peut s'associer le service d'un expert comptable? Si, la facturation est fonction de la taille de l'entité et de la complexité des opérations. Voilà. C'est vrai que c'est la peur que les gens ont en venant vers l'expert comptable, parce qu'on se dit, bon, l'expert comptable c'est pour les grandes sociétés. Non, l'expert comptable aussi accompagne les petites et moyennes entreprises, les particuliers, à formaliser leur comptabilité. En tout cas, merci à vous, Askia Wilfried Bailly. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle que vous êtes expert comptable. Vous êtes aussi le premier responsable du cabinet d'expertise comptable Askia. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs. Merci pour votre intérêt, pour votre constante fidélité à cette émission. Ainsi donc, elle se referme. Et en attendant de vous retrouver, Dieu voulant, pour un prochain numéro, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. Voilà.